Bonsoir à tous et à toutes. J'ai le plaisir d'annoncer l'exposé de Thibault Boulevin qui a reçu un prix prestigieux, plusieurs même. Je vais essayer de retracer ses exploits en quelques secondes, presque comme la thèse à côté, vous savez qu'on doit définir en 180 secondes. Donc Thibault Boulevin a soutenu une thèse très remarquée dont le titre était L'art en sida, les représentations visuelles 1980-1997. Et ensuite, il a eu, dans la foulée, en 2018, un prix de la thèse de la chancellerie. C'est un prix très sélect, très envié, je dois dire, par nos jeunes consoeurs et nos jeunes confrères. Ça n'est pas tout, il a eu aussi un prix de la recherche de Paris 1 en 2018. Je dirais que ce prix qui couronne son œuvre, puisqu'il s'agit du livre né de cette thèse, ce grand prix, donc Olga Fradis, hébergé par la Fondation de France, couronne déjà, disons, une œuvre d'un jeune historien de l'art, de la jeune génération qui s'intéresse à d'autres sujets, disons des sujets moins classiques. Alors, comment définir en quelques mots cette histoire de l'art que tu pratiques avec beaucoup de talent, Thibault? Je dirais que c'est une histoire de l'art historique, politique, sociale, médicale, anthropologique, économique et métaphysique. J'entends que tu parles beaucoup de la vie et de la mort, et en cela, donc, ça te rattache évidemment à une certaine forme aussi de philosophie. Et donc, pour tout cela, évidemment, nous sommes très très heureux que tu sois élu aujourd'hui. J'ajoute que tu as été nommé assistante professeure à Sciences Po en histoire de l'art. C'est le deuxième poste d'histoire de l'art à Sciences Po. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, mais ce fut un combat homérique, vous savez, pour intégrer dans ces sphères des sciences humaines et sociales déjà évidemment très réputées de Sciences Po, de donner un statut à l'histoire de l'art et aux historiens de l'art. Et donc, je suis très fière d'enseigner à Sciences Po avec Thibault. Voilà. À présent, peut-être que tu vas nous dire quelques mots de ce sujet et donner envie de lire ton livre, qui est à la librairie. Donc, je vous le conseille. Il a été publié aux Presses du Réel. Et donc, vous pouvez, si vous vous intéressez à ce sujet, et je vous conseille donc de lire ce livre. Voilà, je vous remercie de votre attention et Thibault, donc c'est un grand honneur de t'entendre dire quelques mots de ce sujet. Merci beaucoup Laurence. Alors, c'est un exercice un peu particulier parce que finalement, je n'étais pas sûr d'avoir tout à fait compris la commande. C'était un discours de juste dire merci, donc en 2 minutes, s'il fallait présenter le livre. Alors j'ai fait un mix un peu étrange. J'ai voulu faire des blagues, je ne sais pas si ça prendra, mais je vais essayer donc en un quart d'heure. Je me permets de mettre mon chrono. Alors, en songeant à ce que je pouvais vous dire cet après-midi, j'ai d'abord pensé au fait que les choses étaient drôlement bien faites, puisque ça faisait un moment que je cherche à savoir comment finir en beauté avec un chantier que j'ai ouvert en 2012. Et le prix Olga Fradis, de ce point de vue, est peut-être la meilleure raison pour ce faire, ou la meilleure excuse. Je ne sais pas quel est le terme le plus à propos. Alors, l'intitulé du prix en lui-même m'épate, puisqu'il a pour vocation, je cite, de récompenser le meilleur livre français sur l'histoire de l'art, toutes disciplines et époques confondues, publié au cours de l'année écoulée. Alors, c'est un peu énorme, c'est un peu écrasant aussi, mais en réalité, il y a une limite d'âge qui interdit aux plus de 45 ans de postuler, et ce qui élimine des concurrents et des concurrentes assez rapidement. Donc du coup, je rabats un peu ma fierté, et
Et ma tendance naturelle à méfier des classements m'invite à relativiser l'honneur qui est fait à l'art en sida et à vouloir en tout cas l'étendre sincèrement aux autres ouvrages contre lesquels il était entré en compétition. Et cependant, évidemment, je suis extrêmement heureux de recevoir ce prix. D'abord parce qu'en récompensant un livre, c'est-à-dire une recherche, ce prix soutient depuis des années celles et ceux qui se proposent, pour reprendre la formule de Deleuze, d'essayer de penser, ce qui est précieux, je pense. Et à cet égard, je voudrais ici remercier donc la Fondation Lucie Olga Freidis, mais aussi la Fondation de France, qui l'abrite depuis 1993 et qui a soutenu de bien des manières l'art en sida, et dont j'apprécie encore avec Laurence à Sciences Po, à l'École du Louvre, l'aide formidable qu'ils apportent notamment aux étudiants. Alors, on m'a souvent blagué sur l'épaisseur de l'art en sida, ça fait à peu près 850 pages, mais ce qui n'a pas visiblement découragé les membres du jury du prix Olga Freidis, que je voudrais ici remercier très chaleureusement. Alors, je pense que je ne referai jamais aussi gros dans ma vie ou dans ma carrière, pour bien des raisons. Mais j'aime à croire que récompenser l'art en sida, ça a aussi été affirmé qu'en matière d'écriture de l'histoire de l'art, un peu de folie éditoriale était encore possible. Alors, de la folie, il en a certainement fallu pour sortir quelque chose comme un lourd pavé. Et je voudrais ici adresser mes meilleures pensées à Patricia Bobbier-Mono, qui, aux Presses du Réel, a accepté de relever ce défi. Honnêtement, j'aurais pas pu imaginer un autre livre que celui-ci, jusque sur la forme. Et si le prix Olga Freidis récompense un auteur, son livre, c'est aussi l'éditeur qui l'honore, et a fortiori quand les Presses du Réel sont aussi actives dans le champ de l'histoire de l'art. Alors aux Presses, évidemment, Laurence Bertrand d'Orléac a accueilli l'art en sida dans sa collection Œuvres en société. Mais le livre, cette recherche, lui doivent tellement plus que d'avoir été publié, elle le sait, enfin je crois, ou je l'espère, je ne sais pas. Enfin, je remercie évidemment Philippe Dagen. Alors c'est un peu, je suis désolé, c'est au début, mais c'est 2 minutes 50, mais je dois remercier quand même les gens. Donc je remercie Philippe Dagen, le directeur de la thèse dont est issu ce livre, qui a accepté de la diriger quand travailler sur la question du sida depuis le champ de l'histoire de l'art n'avait encore rien d'évident, vers 2011. Je pourrais y revenir. Je voudrais également remercier l'école doctorale 441 de Paris 1, Zineida Polimenova, Antoine Scotto, qui veillent sur les étudiants avec leur talent, qui les accompagnent, qui les aident, qui les portent. Et c'est aussi important de le rappeler. Alors évoquer Paris 1, c'est revenir loin en arrière, au temps de la thèse, réalisée en grande partie à l'INHA, qu'il me faut aussi remercier, notamment je vois France Nerlich derrière, et d'autant plus dans l'espace de ce festival de l'histoire de l'art. Ce furent les belles années, vraiment, et je souhaite à n'importe qui de faire sa thèse à l'INHA. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas épuiser tout le passé en le remontant pour le raconter par le menu, j'aurai plein de choses à dire, mais je vais me contenir. Je dirais simplement que l'autre raison pour laquelle je suis heureux de recevoir ce prix tient au fait qu'il porte, en le distinguant, un sujet majeur qui n'est pas seulement un sujet d'histoire de l'art, ce qui me semble aussi un bon signal envoyé. Juste rappeler qu'en 80 ont été diagnostiqués les premiers cas de sida aux États-Unis, qu'il a fallu attendre 96-97 pour que la révolution des trithérapies ouvre un horizon de survie pour les malades, non pas de guérison, mais de survie. 80-97, c'est un moment paroxystique d'un événement pathologique total dont Philippe Artière estime qu'il est encore trop rarement convoqué comme déterminant, minoré comme élément d'intelligibilité de notre temps. Parce qu'en moins de 20 ans, le sida a décapité une génération en même temps qu'elle l'a provoqué. L'épidémie a agi comme un révélateur des sociétés, elle les a bousculées, elle les a poussées aux limites de leur modernité. Elle les a transformées sur les plans sanitaires, politiques, sociaux, économiques, culturels, en matière par exemple de santé publique, de savoir, de mobilisation, de représentation, de sensibilité, de rapport au corps ou à la sexualité. Alors, j'aime à croire qu'il y a eu dans le choix de décerner le prix Olga Freidis à l'art en sida comme un geste de reconnaissance du coup de l'importance de ce sujet, de la nécessité d'investiguer ce fait social total. Et de ce point de vue, je voudrais que ce prix incite d'autres à s'y colter aujourd'hui. Parce que je crois que l'épaisseur d'un livre n'est pas gage ni de son exhaustivité, ni de sa qualité. Et de ce point de vue, l'art en sida n'est certainement pas une histoire exemplaire et définitive des représentations visuelles de la crise pandémique entre 80 et 97. Et d'ailleurs, honnêtement, comment pourrait-il être, puisque cette histoire, à mon sens, est absolument inépuisable à certains égards. Il s'agit d'une histoire que j'ai voulu faire, d'un essai d'histoire, hanté sur mon rapport aux œuvres, sur ma sensibilité, sur mes manières de faire, sur mes dettes envers beaucoup, mes questionnements, les problèmes que je me suis posés, une conception politique des formes visuelles et artistiques.
Et cet essai d'histoire, dès lors, mais au fond comme toute recherche, est fatalement grevé de mes déficiences, dont certaines dénoncent vraiment les bornes de mon incompétence, et je le dis vraiment de manière très honnête. D'autres, peut-être, ont ou auraient mieux regardé et dit les choses, ou différemment. Ils le font, ils le feront, et c'est tant mieux, vraiment. J'ai appris une chose, et je dis aujourd'hui à mes étudiants, c'est qu'il faut savoir finir sa recherche, poser le point final. Mais l'on doit aussi savoir, je crois, souhaiter que cette recherche soit continuée, recommencée par d'autres que soi-même. Dans Hervé Linaud, qui est paru en 21, Mathieu Lindon défend l'écrivain et photographe Hervé Guibert contre celles et ceux qui lui ont reproché ce qu'il a fait de son sida, mais notamment une sorte de destin romantique. Et Lindon écrit cette chose formidable qui m'a beaucoup travaillé. Il a dit « Son sida, Hervé ne l'a pas accueilli comme une joie, mais il en a fait ce qu'il a pu. » Et encore, il ajoute, Mathieu Lindon ajoute « Il fit comme il voulut, comme il put. » Alors, pour moi, quand j'ai lu cette phrase, c'était une manière de régler bien plus que la seule question de l'attitude de Guibert, mais au fond, de tout à chacun. C'est ainsi. Nous ne sommes pas tous et toutes armés de la même manière, pour les mêmes combats. Et faire comme l'on peut, parfois, c'est encore une manière d'agir à proportion de soi, de ses forces, de ses puissances, de ses faiblesses. Je crois que c'est aussi vrai dans la recherche, ici en histoire de l'art et partout ailleurs en sciences humaines et sociales. Et quant à l'art en sida, je crois avoir fait bien sûr ce que j'ai voulu, grâce au soutien que j'ai eu, mais surtout ce que j'ai pu, d'une certaine manière. Lorsque j'affirmais au début de mon intervention vouloir en finir avec cette recherche, c'était une blague très sérieuse. J'ai fait imparfaitement le tour de l'objet puisqu'il s'agissait de mon tour de l'objet. Je n'ai pas tout dit, ni tout vu, ni tout compris d'un événement qui résiste, qui me résiste à bien des égards. Mais j'ai dit, j'ai vu, j'ai compris, je crois, ce que je pouvais dire, voir et comprendre à proportion de mes forces. Et je ne ferai sans doute pas autrement aujourd'hui, ni mieux. Et c'est peut-être à cette assurance que l'on sait devoir finir sur un sujet. Le problème d'une spécialité, j'ai le sentiment, c'est la pulsion de répétition. C'est un peu le vertige du précaré, le danger de la confiscation, de l'expertise. Toute chose aussi pénible que l'injonction à être légitime pour se saisir d'une question, comme si la recherche devait fatalement s'indexer sur une identité. Or, je suis trop partisan du jeu ouvert qui laisse de nouvelles recherches intégrer la partie. Et comme je me surprends désormais à m'ennuyer un brin en revenant sur ce travail, et que parfois je me consterne un peu quand je réalise n'écrire ou ne rien dire de vraiment neuf, d'original sur le sujet, un peu comme écrivait Colette, je rôde et je studie désormais ailleurs, sur d'autres terrains, et notamment en Méditerranée. Alors, de la pandémie de sida, de ces représentations visuelles, je m'en détache alors avec d'autant plus de force aujourd'hui que j'ai mis à y entrer, un jour de 2011, quand j'ai rencontré à la Maison européenne de la photographie mes premières, entre guillemets, images malades du sida, à savoir le corps cassé d'Hervé Guibert qui s'est filmé avant sa mort en 1991. Tout est parti de là, de cette sorte de dépaysement qui m'a déplacé loin à tout point de vue, un dépaysement qui a été bientôt aggravé par quantité d'autres images, des centaines et des centaines d'autres images. Elles m'ont dépaysé comme l'histoire, pour l'historien Paul Venn, dépayse en confrontant à des étrangetés, c'est-à-dire à des problèmes qui nous font obstacle et qui nous dévient de nos champs traditionnels. De ce point de vue, les images nous instruisent, elles nous enseignent, et déjà à sortir de nous-mêmes, de nos conforts, de nos scléroses, qui est déjà beaucoup. Et je dois dire que leurs leçons, peut-être sur la question du sida, je n'ai bien compris qu'à la fin de la thèse et à la fin du livre, a fortiori. On ouvre une recherche pour toutes les raisons du monde à un moment donné, et parfois l'on en perçoit bien le sens, la portée que longtemps après, et jusqu'à un niveau personnel. Et je crois que dès 2011, sans bien le savoir, je cherchais comme un sens à donner aussi à la pratique de l'histoire de l'art, au métier auquel je voulais me destiner, un intérêt, une importance, une fonction. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Et il m'a fallu du temps pour bien comprendre. Donc, comprendre que pour celles et ceux qui furent au cœur de l'événement épidémique, dans l'œil de la catastrophe, pour courir après l'histoire, comme l'écrivait quelqu'un comme Derek Jarman, pour vivre en s'efforçant d'atteindre l'événement, pour s'y maintenir, pour suspendre l'essentiel, les êtres et les choses qui partent, pour produire aussi de nouvelles histoires, il a fallu des images.
Il a fallu prendre des images. Alors j'ai dédié le livre, c'est au tout début, j'ai dédié le livre, je cite, à Cookie, David, Paul et les autres. J'ai volé le rythme à Claude Sauté. Cookie, Müller, David, Wojnarowicz, Paul Thek et les autres, qui, au pire moment, ont cru aux images, à leur pouvoir, à ce qui leur était possible et à ce qu'elles étaient en puissance. Et voilà pour moi, pour l'historien, le problème qui amène à considérer la prise en charge de l'événement par les images, le rôle actif qu'elles y jouèrent à proportion de leur capacité à saisir les enjeux de cet événement, à lui donner des formes, à étonner la catastrophe, pour reprendre la formule de Victor Hugo. Et de ce point de vue, les images, et là je reprends une formule de Laurent, sont des observatoires du monde, et ici de l'événement épidémique. C'est parce qu'elles en contiennent l'expérience que pour comprendre la crise du sida, il faut observer les images. En particulier, pas seulement, pas que les images, mais notamment les images. Oui, je crois que l'histoire de la crise du sida des années 80-90 se joue en partie dans les images, elle s'y retrouve, et de bien des manières. Et l'art en sida voulait au moins prouver que l'histoire de l'art avait une contribution spécifique à apporter, voulait prouver la valeur heuristique d'une histoire visuelle de cet événement. L'étude des formes visuelles et artistiques ouvre la possibilité d'une histoire qui alterne l'expérience collective et individuelle. Une histoire qui est attentive aux acteurs et aux actrices, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à la construction du social. L'image où on trouve l'envers de la vie réelle, elle offre d'atteindre, selon moi, au ras de l'histoire, d'entrer dans un vécu, de saisir des énoncés, des pratiques, des sensibilités, des émotions, des traces, des raisons d'agir, une subjectivité, de percevoir l'involontaire, l'informulé, le refoulé, le silence et l'ombre. Alors, si l'histoire visuelle, elle peut s'envisager comme une science sociale de l'expérience, je crois qu'elle est d'autant plus opérante sur la question du sida qui invite à entrer, et là je cite Michel Perrault qui parle du sida, dans, je cite, le nocturne des sociétés, à travailler à partir et avec des populations et des communautés qui ont été singulièrement marginalisées au cœur de l'épidémie et qui le sont encore aujourd'hui. À la mémoire des sans-noms est dédiée la construction historique, c'est une phrase de Benjamin, et j'ai jamais absolument oublié cette espèce de credo. Il y a là, dès l'époque, dans les images jaillies en poussées inflammatoires, pour citer Artaud, un enjeu de visibilité pour attaquer ce nocturne. Et un enjeu de visibilité qui rejoint la nature même des représentations visuelles qui peuvent quelque chose, mais qui veulent, si on reprend l'expression de Mitchell, qui veulent au moins être réellement regardées, qui réclament une forme d'attention, cette condition minimale d'interaction avec elles. Et c'est peut-être encore leur façon d'engager notre responsabilité, juste les regarder, au moins prêter cette attention. Donc, je voudrais ici conclure très succinctement sur cette question de la responsabilité, et au fond sur la parole historienne, dans la mesure où le sida, qui est un objet d'histoire du temps présent, qui fait se fréquenter son chercheur ou sa chercheuse et ses acteurs et ses actrices, non académiques en particulier, confronte forcément une forme de demande sociale. C'est très d'actualité aussi. Je voudrais insister sur le fait que l'histoire des images malades du sida, si elle les prend en charge pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour ce qu'elles peuvent et pour ce qu'elles veulent, si cette histoire se risque pour les mettre en récit à être inventive, vivante, cette histoire peut être efficace, je crois, en matière d'émancipation critique. Je veux dire par là qu'en produisant des savoirs et des outils pour mieux connaître le monde, cette histoire des images, et peut-être que là je parle plus largement, d'une certaine manière, peut nous donner prise sur le temps présent, accompagner le temps présent. Elle peut nous armer pour penser certains phénomènes, proposer des possibles, moins que des leçons, résister, agir, inventer, ou à tout le moins nous laisser moins démunis. Alors disant cela, je pense d'abord à ce que cette histoire des images peut contre l'exclusion, la censure, on l'a encore vu récemment, l'homophobie, l'intégrisme, les peurs collectives, le racisme, la xénophobie, le déclinisme, l'intégrisme, l'économie déréglée du régime pharmaceutique. Et je pense évidemment au récent film de Laura Poitras sur Nan Goldin et son combat contre l'empire saclaire, toute la beauté et le sang versé. Mais je pense aussi, parce que c'est mon côté positif et je vois toujours le verre à moitié plein, que cette histoire des images peut pour notamment, et je donnerai un seul exemple, la pratique du soin des autres, ce qu'elle contient d'enseignement pour comprendre ne serait-ce qu'un seul malade, comme l'avait confié un jour une étudiante qui avait suivi un de mes cours en médecine, une étudiante en médecine qui était stationnée à Necker, où elle me disait apercevoir depuis les chambres de l'aile ouest une vue sur la tour de Kissaring, peinte peu avant sa mort du sida en 1990. Et elle m'avait dit que ce cours sur les images du sida l'avait aidé à comprendre ces malades. Je m'étais dit que le travail était à peu près fait.
De ce point de vue, envisager ainsi l'histoire visuelle du sida, mais au fond tellement d'autres histoires encore, comme un discours savant et engagé, au bon sens du terme, l'engagement au bon sens du terme, envisager autrement dit ce que ces images peuvent jusqu'à nous, c'est peut-être ce qui permet aussi d'inscrire l'histoire de l'art dans le projet des sciences humaines et sociales de transformation de la société, et je crois que c'est aussi un joli programme. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.